Nous allons maintenant, comme je vous l'avais dit, passer à des choses plus pratiques avec 3 sociétés qui vont vous parler de leur expérience et donc je laisse Catherine Baudassé de Thales vous introduire la table ronde. Merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis très heureuse pour cette table ronde qui va clôturer la réunion d'aujourd'hui. Donc, de vous présenter, comme c'était déjà été dit, donc Laetitia Lemonnier qui va nous parler de séché environnement et de l'expérience qu'elle a eue sur des critères extra-financiers. Donc, Sébastien Goran pour le groupe Corian et enfin Étienne Ouverture donc, pour la Société du Grand Paris. Et qui est aussi référent, on l'a dit, mais c'est vrai que c'est important, sur la finance durable à la FTE. Donc peut-être pour commencer, Laetitia, en fait, dans votre refinancement de 2018, vous avez fait un crédit à impact, et je pense que c'était quand même un petit peu le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui les Sustainability Linked Loans, même si ça ne fait pas comme ça à l'époque. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc juste pour un petit rappel, donc Séché Environnement, on est spécialisé dans tout ce qui est traitement et valorisation des déchets, qu'ils soient issus des industriels ou des collectivités. Donc le concept de développement durable, on va dire, est assez fait partie intégrante un petit peu de l'ADN du groupe. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers la finance durable lorsqu'on a refinancé notre dette en 2018. On a convaincu effectivement les banquiers et de mettre en place un crédit à impact qui était assez précurseur puisque c'était le premier crédit à usage général qui incluait des critères ESG. Parce qu'à cette même période, on entendait beaucoup parler de green bond et de financement fléché sur des projets verts. Nous, on était vraiment sur quelque chose de plus général. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà d'honorer nos obligations financières, là, on s'est engagé à respecter des objectifs en matière de performance environnementale. Donc, on a défini 3 critères précisément. Comment on les a définis? Donc, en fait, on a eu toute une démarche collaborative, tout un travail conjoint avec notre département développement durable, sachant que l'axe de notre travail, c'était, enfin, l'axe central de notre réflexion, c'était de définir des critères qu'on appelle, qui répondent aux critères SMART, c'est-à-dire qu'ils soient spécifiques, qu'ils soient mesurables, qu'ils soient atteignables, réalistes et temporels. Donc, on a défini une méthodologie assez claire, assez précise. C'est comment on conceptualise l'indicateur, comment on démontre la robustesse des données pour chacun de ces indicateurs, quel est le périmètre qu'on définit, est-ce qu'on l'applique pour toutes nos filiales ou une partie du groupe, et en dernier lieu, c'est quelle était la valeur de cible, enfin la valeur de départ, pardon, et quelles étaient la valeur cible, sachant qu'on a défini un objectif par année anniversaire de notre crédit. Donc on en a défini 3, donc qui sont assez variés, puisque on a un critère qui est basé sur un indicateur qui est basé sur notre politique d'efficience énergétique. Donc là, on a un taux bien, c'est quantitatif, c'est le taux d'autosuffisance énergétique qui est défini par le groupe. Un deuxième qui est plus qualitatif, puisque lui, il est basé sur notre politique de préservation de biodiversité. Donc là, c'est plus comment une politique d'action on va mesurer chaque année, on va dire l'évolution, enfin le taux d'avancement de ce programme d'action. Et le dernier, dont on parlait tout à l'heure, qui est notre notation extra-financière. Nous, on a choisi Etifinance pour évaluer notre notation performance ESG. Voilà, donc on a ces 3 critères qui sont assez variés. Ils sont mesurés donc annuellement, donc ils font l'objet d'un audit, d'une attestation. Effectivement, les banquiers à l'époque on va dire asseoir la crédibilité et la fiabilité de nos données, on est obligé d'attester, en tout cas, certifier nos indicateurs. Avec une third-party opinion, ils étaient déjà audités dans le cadre du doc de REF? Exactement, donc ils étaient déjà, pour partie, étaient déjà audités dans le cadre du doc de REF, pardon, c'était le taux d'autosuffisance, parce que celui-ci on l'avait gardé, mais pour les autres, ça a été un travail complémentaire, un reporting à mettre en place. C'est les suivants. On va vous dire d'autres. Plutôt une opération réussie, puisque ça fait déjà 2 ans que c'était mis en place. On a, sur les 2 dernières années, donc on a démontré l'évolution et l'amélioration de nos 3 indicateurs. Donc la mécanique, elle est assez simple, c'est vous êtes bon, vous avez un bonus sur votre condition financière.
Donc voilà, donc on a eu une amélioration de conditions financières sur les 2 dernières années. Vous avez été bon chaque fois. Voilà. Alors c'est vrai que la méthodologie, c'est un mécanisme donc bonus-malus. Hein. Donc on est bon, c'est bien. On n'est pas bon, bah, c'est moins bien. Sachant qu'après, il y a aussi une notion de stabilité, donc il faut être bon sur les 3. Il y a quand même un challenge assez important. Et c'est vous qui profitez de l'amélioration. Exactement. C'est en direct. Alors sachant que tout ça, ça a été un travail, il a fallu embarquer quand même, parce qu'on a les indicateurs qui sont assez qualitatifs, donc on a essayé d'embarquer quand même nos équipes, mais pas que l'équipe financière, l'équipe RSE, mais aussi derrière les différents acteurs du groupe, puisque pour sortir des éléments sur la biodiversité, il faut monter, on va dire, les petits oiseaux sur les sites, enfin voilà, c'est assez, je caricature, mais en fait, on a défini des référents biodiversité sur chacun de nos sites. Alors, nous, à la finance, on a créé des réunions pour expliquer ce que c'était déjà qu'un crédit d'impact, pourquoi on avait fait ça, et quel était l'intérêt de tous, en fait. C'est qu'on a été au-delà de rechercher un aspect financier, mais c'était aussi de sensibiliser le groupe, enfin en tout cas les acteurs du groupe, à ce que c'était que le développement durable en tant que tel et comment on pouvait le valoriser demain. Parce que c'est vrai qu'on est positionné comme acteur de développement durable, mais là, on a réussi à valoriser ce que c'était. Donc voilà, c'est un... Et vos banques, comment est-ce qu'elles ont été? Elles ont été moteurs. C'est quand même vous qui avez proposé au départ. Comment est-ce qu'elles ont réagi jusqu'à 2 ans? C'était moins. En fait, ce qui s'est passé, pour tout vous dire, c'est qu'en même temps que ce refinancement bancaire, on émettait en même temps une émission obligataire. Donc, sur la partie obligataire, on nous a dit, mais pourquoi on ne fera pas un green bond, mais là, flécher sur des projets verts, etc. J'ai dit, je ne peux pas. Aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de matière pour flécher. Donc, la contrepartie, j'ai dit, mais pourquoi je ne le ferai pas sur mon crédit bancaire? Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, il a fallu convaincre, mais en même temps, c'était assez nouveau. Et le fait d'avoir mis un facteur exogène, qui est la notation extra-financière, a aidé. On s'est dit, si demain on a une notation, déjà, ça va rendre plus robuste, on va dire, la notion de critères ESG. Donc le fait d'être parti avec ça, ça a permis derrière de pouvoir utiliser d'autres critères, d'expliquer ce qu'on faisait aussi, parce que notre métier, tout le monde ne connaissait pas. Donc c'est comme ça que c'est parti. Merci Laetitia. Et Sébastien, justement, alors donc là, on parle plus de financement de crédit, on parle de financement sur le marché obligataire. Donc, vous pouvez nous expliquer l'EuroPP qui a été mis en place et justement sur des critères aussi qui étaient. Oui, bien sûr. Donc, Korian, c'est le leader européen de l'accompagnement et du soin des personnes âgées et fragiles. Donc, en février dernier, lors de la présentation de notre résultat annuel, on a également exposé 15 engagements RSE pris par l'entreprise. Et on a souhaité mettre en place un financement qui puisse reprendre certains de ces engagements RSE et donc lier le financement à l'atteinte de ces objectifs. Donc on a émis une obligation au format EuroPP dont la marge s'ajuste chaque année en fonction du respect de 3 KPI. Les 3 KPI, on ne les a pas choisis par hasard. On a regardé parmi les 15 ceux qui faisaient le plus de sens, sachant que les investisseurs aujourd'hui ont un fort intérêt pour les KPI environnementaux, mais qu'il n'est pas, même si c'est très important pour Korian et que ça fait partie de nos engagements RSE, on a aussi une mission sociale très, très présente. Donc, on a choisi 2 KPI sociaux et un KPI environnemental. Donc, on a choisi l'engagement de Korian à certifier l'intégralité de ces établissements. On en a 900 aujourd'hui sur la norme ISO 9001 à horizon 2023. On a pris également un engagement d'avoir 8% de nos employés qui sont dans des formations qualifiantes en 2023, en partant de 4% aujourd'hui. Et puis, dernier engagement, c'est de
réduire de 40% nos émissions de CO2 à horizon 2030. Donc, le troisième KPI est basé là-dessus. Voilà, donc le respect de ces KPI, c'est plus ou moins 20 BP sur la marge de notre EuroPP. Ce qui est important. Qui est très important. Et l'EuroPP, sur quelle échéance? Sur 8 ans. Donc, ce qui veut dire que chaque année, on a un objectif pendant 8 ans qui sera repris dans notre URD, dans la déclaration de performance extra-financière, et vérifié par un auditeur externe. Donc, il y aura une base solide pour Et des points de rendez-vous chaque année? Voilà, exactement. Voilà. Et donc, en cas de malus, si on a moins 20 BP, le malus est versé pour moitié à des investisseurs et pour moitié pour des mesures de compensation internes ou versé à des ONG qui travaillent sur le sujet du KPI. D'accord, très bien. Étienne, alors là, on est toujours sur le marché obligataire, mais sur le marché obligataire avec ce qu'on appelle le use of proceeds, c'est-à-dire des flux, des opérations qui sont fléchées. Voilà. Je pense que c'était plus dans l'ADN de la Société du Grand Paris. Oui, on est plus sur du financement fléché. Un petit mot déjà sur le Société du Grand Paris. Donc, Société du Grand Paris, c'est une entité publique qui est en charge de créer et financer un nouveau métro autour de Paris à horizon 2030. Derrière ça veut dire que la société a un actif assez important, parce que c'est 35 milliards d'euros qui est cet actif, c'est ce métro, aussi bien dans ses composantes infrastructures que système, signalisation et autres. Et aussi donc les gares, parce que c'est tout bête, mais pour que le métro marche, il faut relier les gares entre elles, et des gares pour que les personnes puissent se servir du métro. Donc là, le schéma qui a été retenu en mai 2018, c'était de mettre en place un EMTM qui va venir financer cet actif, puisque, donc, comme SGP est une entité publique, cet actif, qui va être levé principalement sous de la dette, 80%, va se faire dans un EMTM qui est 100% vert. Donc, tout le financement va reposer sur les émissions de green bond qui sont, comme je disais Catherine, liées au financement d'un actif. Donc moi, je suis dans un cadre un peu différent de mes collègues, où là, je suis vraiment dans l'actif et je suis dans le green bond. Par définition, c'est le US Proceeds qui finance un actif. Ce qui est assez intéressant, c'est que comme le disait Laetitia, même si on est dans ce cas-là, on ne peut pas s'affranchir de certaines règles. Et donc la première règle qui a été posée, c'était de respecter ce qu'on appelle les Green Bond Principles de l'ICMA de 2018, ce qui nous a obligés à poser un framework, c'est-à-dire un cadre d'explication du rationnel de cette politique. Dans ce framework, on a la détermination des actifs. Et ça, je pense que c'est l'activité principale quand on fait un green bond. Il faut bien détourer l'actif qu'on va financer. C'est ce qui peut poser problème, mais c'est aussi ce qui va permettre d'assurer le lien entre le financement et l'actif. Ensuite vient la sélection des actifs, le management temporaire des actifs, et le dernier point qui est important, qui est le reporting. Donc là aussi, un émetteur de green bond est soumis à un reporting pour venir constater et communiquer de ce qu'il fait de l'argent. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ces outils-là, on a un gain de communication dans le sens où on vient témoigner de l'utilisation des fonds. Et ça, c'est quelque chose qui me semble, dans l'époque actuelle, assez important. Et c'est ce qui doit être assez lourd à mettre en place, surtout dans votre cas, on parle de montants conséquents. Donc, je ne pense pas que le reporting soit le plus lourd à mettre en place. Très honnêtement, par expérience, puisqu'avant, si tu en parlais, j'ai pu à SNCF Réseau mettre aussi un autre programme de green bond. Le plus important, c'est de bien mettre en place le framework. Donc, c'est de bien détourer au départ son actif, puisqu'après, ces critères de reporting, ils vont découler de cet actif. Donc, je ne dirais pas que le reporting est quelque chose d'aisé,
Mais la première tâche et la plus délicate, à mon sens, par retour d'expérience, c'est le détourage des actifs et la sélection des actifs. Après, comme Laetitia chez Séché, à Société du Grand Paris, on a pris le parti de venir faire attester par nos commissaires aux comptes la cohérence du reporting. Donc oui, il y a des coûts et il y a des obligations en plus. Mais in fine, ce qu'on voit, c'est que quand on est sur un tel niveau d'exigence, l'attrait dans les investisseurs derrière est très fort. Et très honnêtement, sur une nouvelle signature comme la Société du Grand Paris, en termes de diversification de base, c'est toujours très compliqué de quantifier, mais par rapport à une signature, on peut avoir un développement normal, je pense qu'on a gagné une diversification en années qui est quand même assez importante. Et actuellement, sur les 10 milliards qui ont déjà été émis depuis 2018, 2 tiers des investisseurs sont hors de France. Et ça, ce travail de diversification, qui peut être long et fastidieux, il a été atteint très très vite. Et ça, on sent, c'est la force actuellement des pays. Ah oui, merci. Mais et justement, Sébastien, est-ce que entre les obligations précédentes qui avaient été émises et là, mission que vous avez faite, vous avez senti que la base d'investisseurs pouvait évoluer? On a clairement, ça ouvre à certains investisseurs spécialisés, il y a la possibilité de venir, mais également aux investisseurs plus traditionnels qui ont souvent un compartiment dédié au sujet ESG. Donc oui, ça ouvre des portes. Après, côté émetteur, ça demande quand même un travail je pense, supplémentaire parce qu'il faut avoir la discussion sur le crédit et la discussion sur l'ESG. Donc, c'est beaucoup d'informations qu'il faut aller chercher, pas forcément aux endroits où on va aller chercher d'habitude. Il faut que des financiers parlent à des non-financiers, alors. Exactement, il faut aller s'adresser aux fonctions de l'entreprise qui travaillent sur le KPI en question. Et donc, beaucoup très intéressant, mais un peu plus de travail. Et ça s'est bien passé dans votre cas? Très bien, oui, je pense que tout le monde les gens sont reconnaissants qu'on s'intéresse à leur sujet et qu'on le traduise dans quelque chose qui se chiffre. Donc, ouais. Et pour vous, Laetitia, aussi l'impact en interne, c'est parce qu'on parle de communication vis-à-vis de l'extérieur, mais en parlant avec vous pour préparer cette table ronde, vous avez tous parlé de communication interne beaucoup plus que de communication externe. Exactement, puisque comme on le disait, c'était une démarche sur un travail conjoint en fait qu'on a fait. Et là maintenant pour le suivi, on va dire, de notre crédit, c'est une discussion continue avec nos différents référents sur site. En fait, on a sensibilisé nos collaborateurs à ce que c'était l'ESG. Et on sait que demain, de toute façon, ce sera un critère de plus en plus important à la fois à l'extérieur, mais aussi en interne dans nos organisations. Donc voilà, on commence à... On est dans le début, je pense. Hein. Cette tendance un petit peu ESG, le milieu, on aimerait finalement. Et de votre côté aussi, Étienne, qu'est-ce que ça a donné en interne? Il y a une prise de conscience de que ces sujets ne sont pas que financiers? Ça a été une prise de conscience, mais surtout ça a été un partage et un effort transverse qui a plu et dans lesquels des gens ont pu se retrouver, de savoir la finalité du financement. C'est aussi, par exemple, la Société du Grand Paris, qui est une société qui croit très fortement dans les recrutements, c'est aussi un élément de langage pour convaincre, parce qu'on parle de la finalité de ce qu'on fait avec les masses, avec l'argent. On sait que c'est pour construire une infrastructure de métro, dans mon cas, mais ça peut être autre chose. Et donc, c'est un élément de communication, et l'interne répond tout à fait à ça. Et ça plaît beaucoup parce qu'on arrive à mettre sur une fonction de finance, on arrive à mettre du concret. Ça, c'est en interne, c'est très intéressant. Aussi bien pour nous, parce que ça nous permet soit de s'évader et d'aller voir ce que font nos collègues, et pour eux de savoir comment c'est financé, comment c'est fait. Donc oui, c'est très intéressant et très motivant pour tous. Et si on parle d'impact financier, alors sans donner de chiffres peut-être, mais est-ce qu'aujourd'hui, sur chacune de vos opérations, vous pouvez évaluer ce que ça vous a fait gagner en points de base? Alors bon, pour Sébastien, c'est facile, c'est plus ou moins 20 points de base, donc
On espère que ça va être 20 points de base chaque année. Laetitia, pour l'instant, ça a été en... C'était aussi en quelques points de base. Alors après, c'est vrai que c'était assez récent, donc à les mêmes niveaux chez Corian. Mais je pense que c'est ça qui peut-être pour demain, travailler un petit peu cet aspect-là. Ça demande quand même un certain effort côté entreprise, même s'il y a une volonté effectivement de montrer autre chose que l'aspect financier. Je pense que demain, cette partie-là devrait être un peu plus valorisée s'il fallait continuer dans cette démarche-là. Vraiment valoriser les gens qui font l'effort de montrer qu'ils sont positionnés sur la partie développement durable, que ça devient aussi important que ça assoit aussi la durabilité et la crédibilité de notre modèle en fait. Donc je pense que demain, ça doit être aussi un critère important. Étienne, ça a été... Alors, c'est un peu différent dans la mesure où un green bond, c'est une obligation qui a les mêmes caractéristiques de crédit qu'une obligation normale. Donc, l'impact, à la différence de mes camarades, je ne l'ai pas au début, je ne l'ai pas avant la première opération. Ce que je vous disais, c'est que en termes de diversification de base d'investisseurs, ou même, puisque maintenant que la SGP a une courbe de crédit complète entre 10 et 50 ans, au fur et à mesure des opérations, il y a eu un resserrement des spreads. Parce que on le voit, l'appétit en ce moment est très fort sur le produit, et c'est ce qui nous a permis d'avoir un gain, ou qu'on peut quantifier un gain au fur et à mesure. Donc nous, c'est un gain après une série d'opérations, et c'est un gain qu'on va capitaliser sur les prochaines opérations, puisque la SGP a la chance d'être un émetteur récurrent et fréquent sur les marchés. C'est là justement où peut-être que le green bond est un peu plus adapté à une entité comme la SGP qu'une autre. C'est que quand vous êtes un émetteur fréquent et récurrent, ce genre de produit vous apporte par la base d'investisseurs qui sont clairement des buy and hold, qui vont tenir le papier de manière un peu plus forte qu'un bond normal, et la diversification de base d'investisseurs, c'est là que vous allez avoir votre gain. Et ce gain, sur les green bonds, on ne peut pas l'exiger au départ. Il va venir par la suite. D'accord. Et dans les relations avec vos banques, alors là, c'est peut-être plus facile sur l'aspect crédit. Est-ce que ça change quelque chose aux relations qu'on a avec les banques? Parce que tout d'un coup, on se met à parler, comme le disait Jean-François, on parle d'autre chose que de ratio, de leverage, et on se met à parler du nombre de petits oiseaux. Ou pour nos banquiers. C'est pas seulement. Ça permet quand même d'avoir un aspect qualitatif, effectivement, dans notre dossier de crédit. Plus que regarder l'aspect crédit, est-ce qu'on va être capable de rembourser? C'est plus toute l'organisation qu'il y a derrière, de comment on travaille, comment on fonctionne le management, comment on s'organise en interne. Enfin, c'est tout ça en fait qu'on met au devant en fait, et que les banquiers finalement ne regardaient pas, on peut. Alors, nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de visites de sites, on explique beaucoup les choses, c'est transparent, donc, mais ça permet aussi pour un banquier de bien comprendre nos métiers et du coup de bien convaincre un comité aussi lorsqu'il faut des accords et des choses comme ça. C'est aussi tout cet avantage-là. D'expliquer un petit peu, enfin d'avoir ce genre de aussi. Ouais. Et sur l'obligataire, ça s'est senti aussi, Sébastien? Ah bah, oui, c'est sûr. Hein. Comme il faut tout expliquer, ça complète très bien le crédit en mettant enfin, que ce soit la gouvernance, tous les projets qu'on peut avoir en ESG. Je pense que ça complète et ça donne de la couleur à l'analyse stricte du crédit. Et maintenant que les KPI ont été choisis, qu'il y a un reporting qui est fait, est-ce que aussi bien Sébastien, vous envisageriez de l'associer à un crédit ou Laetitia éventuellement de faire un bond avec des KPI sustainable dessus, donc pour utiliser ce qui a déjà été préparé. Donc on a déjà aujourd'hui, nous demain, si on va refaire une émission obligataire, on intégrera les critères ESG. Ça fait partie finalement de notre organisation et de notre démarche en fait. On est rentré dans la démarche et aujourd'hui, on se dit ça peut être que positif. Hein. Pour ce genre de critères, et en fait, depuis, on va dire, le crédit impact, on a eu une appétence importante d'investisseurs qui sont venus frapper à la porte en disant mais on veut travailler avec vous et voilà, en vous mettant.
Voilà, donc oui, je pense que c'est une tendance, mais c'est une tendance qui va. Et de votre côté? Alors, du refinancement du crédit syndiqué, c'est clairement une question qu'on va se poser. Enfin, on se l'est posé un peu l'année dernière parce qu'on a fait on a un peu prolongé notre crédit syndiqué, mais on ne se sentait pas complètement mûr. Et cette année où on a publié nos engagements ESG, je pense qu'on a beaucoup plus de matière. Alors, je ne sais pas si ce sera la même KPI, de KPI, mais c'est un sujet de question. Je ne sais pas si on a des questions, Valérie. Non, il n'y a pas de questions, c'est très clair. N'hésitez pas, Étienne, quel conseil on pourrait donner à... Parce qu'on a sûrement des gens qui nous écoutent et qui se disent ça va être compliqué, c'est pas possible. Moi, je suis pas du tout dans ces activités-là. Comment qu'est-ce qu'on peut donner? C'est pas si compliqué que ça. Ça concerne tout le monde, pas forcément uniquement les grandes entités. Je pense que les évolutions de marché dernièrement, là, depuis surtout le mois de juin avec le Sustainable, alors le marché du loan était en avance. Donc là, faut le reconnaître, le loan était clairement en avance. Les évolutions sur le marché obligataire vont faire que demain, c'est très clair, ces produits vont être incontournables. Non, il faut regarder, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question qui est propre à chacun. C'est comment monétiser ou comment lier, en tout cas, le coût de financement à la maturité de la RSE dans les entités qui vous concernent. Et je pense que là, on est sur un tournant historique où maintenant, les deux sujets doivent être abordés de manière concomitante. C'est très clair maintenant que quand on rencontre des investisseurs, moi pour ma part, c'est vrai qu'on ne dit pas que le crédit est mis de côté, mais ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, et ils adorent la réponse de leur donner concrètement une réponse industrielle ou une réponse concrète. Voilà, la dette a servi à financer tel actif, tel business, et ça c'est très très fort, et je pense que c'est un très bon point. Sébastien, aussi un conseil, Non, oui, je pense qu'il y a quand même un prérequis, c'est d'être assez carré sur ce qu'on est capable de produire comme information. Si on définit des KPI, il faut que ce soit, enfin nous on a émis sur une période de 8 ans, donc il faut que pendant 8 ans on soit capable de sortir le KPI, oui. Qu'on n'ait pas un changement qu'on abandonne un KPI au niveau corporate pour se mettre sur un autre. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir pour les agences de notation extra-financières, si on part pour 8 ans avec une notation, il faut s'assurer que pendant 8 ans, il n'y a pas un changement de méthodologie qui fait qu'on passe, alors qu'on n'a rien changé, qu'on descende de notation. Alors, je pense que c'est quelque chose auquel il faut penser. Il faut prévoir ça dans la documentation, en tout cas, oui. Ouais. Tout à fait. Laetitia? Oui, il y a la même chose. Effectivement, l'axe central, c'est de bien maîtriser ces indicateurs et d'avoir une comparabilité. Parce qu'on s'engage effectivement pas sur un an, mais sur la durée de notre financement. Et sinon, un message pour, alors peut-être pour élargir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faudrait qu'à un moment donné, au niveau du régulateur, il y ait quelque chose qui se fasse pour qu'on puisse mesurer un peu plus la différence entre ceux qui font l'effort et ceux qui le font moins. Oui, parce que je pense que c'est intéressant de récompenser les comportements vertueux. Enfin, je pense que c'est plutôt un point positif. Donc, il faut essayer de standardiser sans non plus pouvoir standardiser, parce qu'un critère, en fait, il est propre à chacun, en fonction de son activité aussi. Vous êtes d'accord aussi? Je pense que c'est aussi dans l'appétit, en tout cas du côté obligataire, l'appétit des investisseurs qui petit à petit, d'ailleurs, ce que tu disais, va s'orienter vers les produits plus vertueux. Ouais, donc là, Étienne, Daniel, c'est à vous avec le mot de la conclusion, justement pour. Une question qui est arrivée, je ne sais pas si c'est une question d'ouverture, mais en tout cas, c'était est-ce que les plus petites entreprises, les PME, vont être amenées donc, à pouvoir bénéficier
bénéficier de financement vert et de critères verts dans leur relation bancaire, dans leur crédit bancaire à l'avenir? Ce qu'on sent aujourd'hui, très clairement, c'est que oui, la réponse est oui. C'est que les banques, dans ce qu'on sent, c'est que très clairement, oui, il y a un appétit bancaire en comité de crédit à venir avec des éléments extra-financiers. Comme on le disait, en même temps, c'est propre à chacun et c'est en fonction de sa maturité de la RSE et des engagements qu'on veut prendre à son niveau. Très clairement, les engagements qu'une société comme Société Grand Paris va prendre ne sont pas les mêmes que chez Corian et Séché. Mais je pense qu'il existe pour une PME, quelle que soit la taille, je pense qu'il existe de la place pour affirmer ce comportement vertueux et le transmettre dans son financement. Donc mon message serait juste de tenter, de discuter et de voir comment ça peut déboucher. À partir de là, ça sera déjà une première étape, mais l'accueil ne peut être que bon de ce qu'on sent, nous, dans nos métiers, dans nos relations avec les banquiers. Et on pense que les banques ont toutes des engagements, elles ont pris des engagements toutes dans leur bilan de porter des financements qui soient plus verts que brown. Et donc, pour atteindre ces financements, du coup, elles seront prêtes, à mon avis, à faire des efforts. Il ne faut pas hésiter. C'est une monnaie de négociation, je pense. C'est devenu en tout cas un argument. Merci. C'était la seule question sur le chat. Moi, j'avais une question aussi pour les trois. Pour mettre en place vos financements verts, je suppose qu'il a fallu que vous passiez par une étape où il a fallu convaincre votre direction générale de le faire. Et dans cet exercice de conviction vis-à-vis de votre direction générale, qu'est-ce qui a été, à votre avis, le critère le plus déterminant? Il y a tout un tas de critères, mais quel était le critère le plus important pour votre direction générale pour prendre la décision de le faire? Est-ce que c'était le gain financier espéré ou est-ce que c'était la communication sur les objectifs RSE ou éventuellement autre chose? C'était les deux. C'était un équilibre entre les deux, en fait. Mais plus orienté sur la communication dans un premier temps et puis ensuite les conditions financières. Oui, nous, je pense qu'il n'y a pas eu besoin de convaincre beaucoup, mais c'était vraiment un enchaînement logique entre les engagements qu'on a pris vis-à-vis de du marché et de lier le financement au même KPI. Et en plus, donc, on a cette perspective de gain, mais qui rentre dans globalement nos engagements et donc ça a été très naturel. Pour la GP, je pense que c'est plutôt l'aspect communication qui a joué, puisque un green bond, par rapport à une obligation normale, n'a pas de premium à l'émission. Et je pense que ça s'inscrit aussi dans une histoire qui est propre à la GP. La GP, pendant les 10 premières années, a fait une très grande phase de concertation en Ile-de-France pour le trajet du Grand Paris. Donc, elle a senti que son financement devait être aussi de cette nature-là, d'être inclusif et d'être durable. Ce qui a aidé la décision au niveau de la direction générale. Donc, je dirais un exercice de communication dans ce sens-là. Plus que le prix entre les deux directions, Daniel, que tu as donné, donc plus la communication. Et j'ai encore une question, mais c'est plus pour Jean-François. En entendant ces trois expériences de financement et de façon de gérer la RSE autour de ces financements, est-ce qu'il y aurait des conseils à partir de leur expérience et de l'analyse de la façon dont le RSE est analysé par les agences? Comment est-ce que c'est noté? Est-ce qu'il y aurait des conseils sur comment bien intégrer les aspects, enfin comment est-ce que des entreprises qui seraient intéressées par ce genre de sujet pourraient s'appuyer sur les critères RSE qui ont été présentés pour développer une stratégie de financement?
quand même compliqué comme question, mais je vais essayer d'y répondre partiellement. Parce qu'il y a plusieurs aspects. Déjà, je pense qu'il faut voir un moment- +33608649077 is now exiting. c'est entre nous. Oui, parce que je pense que la question peut se poser peut-être à un moment de savoir si on intègre une notation en direct, en fait. Alors, c'est un avantage quand même, c'est assez global. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas une grande stabilité aujourd'hui dans les notations encore, dans les critères. Hein. Donc ça, je pense que c'est peut-être effectivement une question. Ensuite, si d'autres KPI sont choisis, je pense que ça peut être intéressant de voir comment elles sont intégrées dans les notations. Mais là encore, c'est très difficile parce que, comme on l'a vu, ça rentre à différents niveaux. Sur les 500 à 1000 petits sous-critères, voilà, où est-ce que ça intervient, comment ça peut impacter, quelle est la performance des voisins, des pairs. Moi, je pense quand même qu'il y a une façon probablement de regarder ça, et d'ailleurs, on le fait avec quelques sociétés. C'est vrai qu'il faut être probablement assez vigilant, passer un peu de temps, mais je pense que ce n'est pas encore stabilisé. Hein. C'est pas stabilisé. Et tout à l'heure, à un moment donné, on parlait je crois que c'est notre collègue Laurie, d'avoir une réglementation de la part de l'ESMA. J'avais lu des papiers de l'ESMA et de la SEC, en fait, et globalement, le feedback exprimé, c'était on va peut-être pas y aller trop vite, parce qu'en en fait, on n'a pas vraiment, on sait pas comment. Voilà, donc en fait, il laisse pour l'instant le marché s'organiser. On a vu au travers du M&A, tout ça, ça se structure. Imaginez qu'S&P et Moody's, qui connaissent très bien les aspects réglementaires, ils sauront comment négocier ce virage potentiel réglementaire. Et là, à ce moment-là, on pourra peut-être regarder un peu plus précisément quelques réponses. Quelques éléments de réponse. Merci beaucoup à tous les intervenants et les animateurs. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez un peu plus d'idées sur ce sujet qui est et qui va rester sans doute longtemps d'actualité. Je vous rappelle que c'est aussi pour la FTE l'un de nos principaux sujets d'études et de communication, parce qu'on considère qu'il est essentiel pour la profession. Et avec une position qui a toujours considéré que les critères ESG devaient, du point de vue des émetteurs, englober le plus de monde possible et amener le plus d'entreprises possible à travailler dans une direction favorable aux enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, il fallait que ça exclue le moins de monde possible et que ce soit le plus incitatif possible, sous des formes diverses. Et de ce point de vue, la FTE est très contente de voir qu'il y a une diversification des instruments qui permet d'avoir des outils adaptés à chacun des cas particuliers, à chacune des sociétés, du moment qu'elle se met en marche dans la direction demandée par la société d'aller vers quelque chose qui est meilleur pour l'environnement et pour la société. Et donc, je pense que l'illustration qu'on en a eue aujourd'hui à travers soit les critères, soit les expériences concrètes de financement diversifié montre que c'est quelque chose qui évolue pour nous dans la bonne direction. Et donc, merci aux intervenants et merci à ceux qui ont assisté. Oui, Étienne. Merci. Merci. Au revoir. Merci.